Nous avons donc le plaisir d'accueillir maintenant Monsieur le Président Mohamed Moussaoui, président, comme vous le savez tous, du Conseil français du culte musulman. Alors, Monsieur le Président, merci d'être venu jusqu'à nous. Je sais que vous avez eu un souci pour arriver. Madame la Présidente de l'Union bouddhiste a bien voulu de ce fait intervertir avec vous, ce qui montre que les religions s'entraident. Voilà. Donc, nous sommes très heureux de vous accueillir. Et je vais vous demander si vous pouvez nous dire quelques mots, peut-être un petit quart d'heure, 20 minutes, comme vous le souhaitez, comme exposé introductif. Puis je donnerai la parole à nos deux rapporteurs, Monsieur Jean-Pierre Michel et Madame Michèle Meunier, et puis aux autres collègues. Donc vous avez la parole, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices. Je suis bien sûr d'abord désolé de ce contretemps, d'être arrivé en retard. Et j'introduirai d'abord la position du Conseil français du culte musulman du point de vue strictement, je dirais, théologique, jurisprudence musulmane, à titre, je dirais, d'information, non pas comme motif ou raison d'opposition du Conseil français du culte musulman au projet de loi qui d'ailleurs vient d'être voté à l'Assemblée nationale. Dans le projet de loi, le gouvernement avait déclaré être conscient de toutes les dimensions philosophiques et anthropologiques entourant le mariage et estime que ces dimensions ne peuvent venir percuter l'exigence de l'égalité. Donc c'est le principe d'égalité qui a été mis en avant pour étendre le mariage à des couples de personnes de même sexe. Ce projet va étendre aux personnes de même sexe les dispositions actuelles du mariage, de la filiation et de la parenté. Il ouvre l'adoption aux couples homosexuels et ce dans un cadre identique à celui qui est actuellement en vigueur. Le projet de loi, pour l'instant, ne prévoit pas d'équivalent à la présomption de paternité qui existe aujourd'hui au sein des couples mariés. L'accès à la procréation médicalement assistée n'entre pour l'instant pas dans le périmètre du projet. Et la gestation pour autrui, en tout cas c'est ce que dit le gouvernement, ne sera pas légalisée. La position du Conseil français du culte musulman sur le mariage de deux personnes de même sexe est issue de la position du culte musulman lui-même sur cette question. Le mariage fait l'objet d'un encadrement particulier dans la jurisprudence musulmane, comme en témoignent de nombreux textes coraniques et traditions prophétiques qui traitent des questions du statut personnel et de la famille, notamment les questions liées aux épousables, non épousables, des droits et des devoirs des conjoints, des règles de l'héritage et des relations entre les générations. D'ailleurs, les questions liées à épousables et non épousables sont essentiellement liées aux liens de parenté qui peuvent exister entre la femme et l'homme candidat au mariage. Il ressort de ces textes que le mariage, selon la religion musulmane, est un pacte fondé sur le consentement mutuel en vue d'établir une union légale et durable entre un homme et une femme. Il a pour but la vie dans la fidélité réciproque et la fondation d'une famille stable sous la direction des deux époux. De ce fait, la non-conformité du mariage entre deux personnes de même sexe avec le principe de la jurisprudence musulmane fait l'unanimité au sein de toutes les écoles juridiques musulmanes.
Ce pacte entre un homme et une femme crée une relation de filiation réelle et structurante, non seulement de la relation de l'individu avec ses ascendants et ses descendants, mais également de sa relation avec les autres membres de la société. Et à ce titre, on peut lire dans la sourate 49, verset 13, que nous vous avons, ô hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous vous avons répartis en peuples et en tribus pour que vous fassiez connaissance entre vous. C'est le sens donc de ce verset que je viens de rappeler. L'opposition du culte musulman au mariage de deux personnes de même sexe étant réaffirmée, et je dois préciser qu'en parlant de mariage, bien sûr c'est le mariage au sens de la jurisprudence musulmane, on pourrait rétorquer en disant que c'est le projet de loi concerne le mariage civil et non pas le mariage religieux. Il est vrai aussi que le mariage dans la tradition musulmane, il n'a pas une dimension uniquement rituelle et cultuelle. C'est un sujet lié à l'organisation sociale et il ne relève pas uniquement du rituel. À ce titre, par exemple, un mariage civil contracté par deux musulmans devant un maire dans une municipalité peut être transcrit en mariage religieux avec une simple transcription du document, sans qu'il y ait de cérémonie religieuse particulière. C'est dire que le mariage n'a pas que cette dimension rituelle. Cette opposition donc du culte musulman sur le mariage entre deux personnes doit être, je dirais, pondérée par le fait que dans une société laïque où la diversité, la pluralité des convictions et des religions est un fait, impose aux représentants du culte musulman de France de dire que les normes religieuses ou les règles religieuses ne peuvent être un motif ou une raison de s'opposer à un projet de loi ou de se soustraire à des lois votées par les représentants de la République, représentants du peuple au sein de la République. Mais nous pensons également que ces règles républicaines doivent être le résultat de débats et de choix démocratiques, ouverts à tous, quelles que soient leurs conditions ou leurs convictions. Nous, représentants du culte musulman profondément attachés au principe de justice et de respect de l'égale dignité de tous, ainsi qu'à la reconnaissance de la pluralité des religions et des convictions dans notre société, nous entendons contribuer dans cet esprit au débat démocratique, à l'évaluation des choix projetés pour notre modèle sociétal. Par ailleurs, en présentant notre position sur le projet de loi, nous réaffirmons notre condamnation totale et ferme de toute forme d'atteinte qui viserait une personne en raison de ses opinions, de son appartenance religieuse ou de son orientation sexuelle. Et à ce titre, nous condamnons fermement tout acte homophobe. Le projet de loi portant sur l'ouverture de mariage aux personnes de même sexe n'est pas une simple extension d'un statut réservé aujourd'hui à des couples hétérosexuels. Il s'agit de transformer profondément une institution millénaire qui a permis à l'humanité de continuer à exister, à s'organiser avec des repères clairs. Le principe de l'accès sans discrimination à une institution ne peut être dissocié de la mission assignée à cette institution. Ce sont les conditions de l'accomplissement de cette mission qui déterminent les qualités requises pour les candidats qui souhaitent y accéder.
En d'autres termes, la mission du mariage ne peut être réduite à la reconnaissance d'un lien amoureux entre deux personnes ou à leur volonté de vivre ensemble. Sa mission est aussi la fondation d'une famille stable, sous la direction des deux époux, et l'encadrement de la filiation. Le fait que deux personnes de même sexe puissent développer ou déployer tous les moyens pour donner à un enfant de l'amour et de l'affection ne peut être un argument pour relativiser une donnée anthropologique et psychologique fondamentale qu'est le besoin d'un enfant d'avoir une filiation réelle issue d'une mère et d'un père. Le positionnement de l'enfant dans son environnement sociétal à travers son arbre généalogique est un élément important dans son éducation. Ce n'est pas un hasard si toutes les écoles du monde, toutes les institutions éducatives du monde font de cet élément, l'arbre généalogique, un élément structurant dans la personnalité de l'enfant. Même dans la situation de monoparentalité imposée par le divorce ou par la disparition de l'un des parents, les deux parents restent présents dans la conscience et le psychisme de l'enfant. L'adoption est un moyen pour alléger la souffrance d'un enfant abandonné, tout en préservant sa filiation réelle, et non un moyen de satisfaire un projet ou un désir parental de personnes adultes en créant entre eux et l'enfant une filiation fictive. Dès lors, a-t-on suffisamment de recul pour être sûr de garantir à tous les enfants adoptés les mêmes chances d'épanouissement indépendamment de la nature du couple adoptif? D'autres problèmes éthiques à ne pas sous-estimer peuvent ressurgir via la question du mariage. À titre d'exemple, le projet gouvernemental, s'il exclut pour l'instant de faire reconnaître l'équivalent de la présomption de paternité, qui existe aujourd'hui au sein des couples mariés, ou l'accès à la procréation médicalement assistée, pourrait trouver des difficultés à défendre cette position. En effet, le principe d'égalité, puisque c'est ce principe-là qui a été mis en avant, entre tous les couples pourrait être invoqué pour refuser toute différence de traitement en raison de nature du couple. Le débat sur la gestation pour autrui et d'autres questions bioéthiques complexes risque d'être relancé dans un contexte nouveau. C'est dire que le projet de mariage tel qu'il est présenté sous le seul angle d'établir une égalité entre les couples, qu'ils soient de sexe différent ou de même sexe, nous semble-t-il, part d'une donnée et d'un principe qui, dès le départ, pose quelques difficultés. Et il m'est arrivé de dire que l'égalité ne signifie pas la similitude, et je le redis aujourd'hui, c'est que les situations semblables doivent être issues de conditions semblables. Et ce que je disais tout à l'heure sur la mission du mariage, évidemment, lorsqu'on pose la question sur l'angle de l'égalité, on met tout de suite la personne qui est en face en difficulté, celle qui s'oppose au principe de l'égalité, parce que personne ne peut s'opposer au principe de l'égalité. Mais l'égalité suppose également qu'on compare les mêmes personnes et les mêmes candidats. Et ce que je disais tout à l'heure, que le mariage, pour le culte musulman, n'est pas un moyen de mettre ensemble deux personnes qui s'aiment ou des personnes qui ont la volonté de se mettre ensemble, mais une institution. Et ce projet-là introduit une modification, une transformation importante pour laquelle on n'a pas encore mesuré toutes les répercussions et toutes les conséquences. Je vous remercie.
Merci, Monsieur le Président. Je vais donc donner la parole à Monsieur Jean-Pierre Michel, rapporteur. Je n'ai pas tellement de questions à poser. Je voudrais simplement, j'ai bien compris que du point de vue de la religion musulmane, le mariage religieux, en fait, est plutôt un mariage, je dirais, social ou familial ou quelque chose comme ça. Donc, enfin, moi, j'ai assisté à beaucoup de mariages où il n'y avait pas de religion. Alors, est-ce qu'il y a un mariage vraiment religieux en dehors de cette fête familiale qui réunit beaucoup de gens, etc., et qui se passe quelquefois avant, pour les Français, je parlais, quelquefois avant, quelquefois après le mariage civil, selon le fait que c'est les grandes vacances ou pas, quoi. Alors, attendez. Merci pour cette question, Monsieur Michel. Madame Michel Meunier, rapporteur. Monsieur le Président, donc oui, un peu dans ce que vient de dire Monsieur Jean-Pierre Michel, vous dites que la mission du mariage, c'est la famille. C'est vrai qu'à un moment, on se mariait pour avoir des enfants. Bon, aujourd'hui, ça peut l'être aussi, mais on se marie aussi parce que parfois, il y a des enfants. Un enfant sur 2 en France naît hors mariage. Donc je voulais peut-être vous entendre sur cette évolution des familles aujourd'hui. Les femmes qui élèvent seules les enfants, ou les hommes qui élèvent parfois aussi seuls les enfants, ce qu'on appelle les familles monoparentales, les familles recomposées, les homoparentalités, puisque ça existe déjà, des enfants sont élevés par 2 pères ou 2 mères. Donc je voulais avoir votre regard là-dessus, sur cette évolution des familles. Vous dire que je ne comprends pas quand vous parliez d'adoption réelle ou d'adoption fictive. Moi, je connais 2 formes d'adoption, l'adoption plénière et l'adoption simple. Donc, ah, d'accord, filiation, d'accord, donc c'est mieux ainsi. Et puis, je voulais savoir aussi comment, au sein de votre communauté, enfin de communauté musulmane, oui, comment ces débats, depuis des mois, sont perçus, comment ça se discute, quels sont les points de clivage, comment c'est discuté. Merci. Bien, merci Madame Meunier. Donc, Monsieur le Président. Alors, pour préciser mes propos concernant le lien entre le mariage civil et le mariage religieux, je disais que dans le mariage dit musulman, il n'y a pas que de rituels. Il y a très peu de rituels en réalité. C'est pour ça que je disais qu'un mariage civil contracté devant un agent de l'État, en présence de 2 témoins musulmans, est considéré comme mariage au sens musulman. La présence des 2 témoins musulmans qui conditionne la validité. Dès lors qu'il y a la présence de ces 2 témoins musulmans, si le couple veut transformer le mariage civil en un mariage dit musulman, devant une autorité musulmane, il y a juste à transcrire l'acte civil en un acte sans cérémonie religieuse. En quelque sorte, le mariage, la cérémonie du mariage, c'est la présence de l'époux, de l'épouse, des 2 témoins, et qu'il y a une demande de mariage et la réponse de l'autre, du conjoint, réponse positive. En présence des 2 témoins musulmans, c'est ça la cérémonie de mariage. Donc elle peut tenir en quelques minutes. Et donc le fait que le mariage n'est pas forcément rituel, donc quelque part les mêmes raisons qu'invoque la religion musulmane pour structurer le mariage comme il l'a fait peuvent être valables lorsqu'on parle de mariage civil. Donc c'est le sens de mes propos. Sur la question de homoparentalité, il est vrai que la société a évolué. Il y a des situations aujourd'hui qui existent et auxquelles la société a apporté déjà des réponses telles que le Pacs, par exemple, des moyens de gérer les relations entre les personnes au sein d'une société. Et ceux qui s'opposent, à l'instar, en fait, les représentants du culte musulman également, peuvent comprendre que la société puisse trouver un cadre juridique sécurisant pour les personnes qui ne sont, en fait, pour les personnes de même sexe qui veulent
vivre ensemble et partager, un espace ou en tout cas vivre une vie commune dans un cadre sécurisé. Mais il y a le souhait quand même que le mariage tel qu'elle a toujours existé puisse continuer à exister, même s'il faut créer en parallèle on parle mariage, une alliance civile ou le terme mariage a tellement été lié à une institution telle qu'on l'a a été connu et il est souhaitable que ce concept reste réservé à ce mariage qui a toujours existé. Et le fait de réfléchir et de trouver des solutions à des personnes pour vivre d'une façon sécurisée leur vie commune me paraît une demande légitime de ces personnes, et la société, elle a le devoir d'y apporter les réponses appropriées. Sur la question de filiation réelle et filiation fictive, je pense que, en tout cas, dans la jurisprudence musulmane, les parents biologiques ont une place importante. Pour tout vous dire, rien que l'allaitement, ça c'est très peu connu, mais une femme qui allaite un enfant à l'âge de l'allaitement devient sa mère par allaitement. Et elle a le même statut que la mère biologique pratiquement. Donc quelque part, il y a ce lien biologique à travers le lait. Et d'ailleurs, dans l'adoption, la jurisprudence musulmane exige que l'enfant porte le nom de son père biologique et non pas le père adoptif. Donc toujours faire la distinction entre le père adoptif et le père biologique. Et je pense que cette importance elle est simplement liée à la volonté d'organiser une filiation claire et des repères clairs dans la société. Et je pense que le fait il suffit de voir les personnes, beaucoup de personnes vivent le fait de ne pas connaître ses propres parents biologiques. Ils le vivent comme une blessure, quelquefois une douleur. Et je pense que toutes les études qui sont faites autour ne rassurent pas sur le fait de gommer cette donnée, le fait que l'enfant ou l'individu a besoin de connaître ce qui était la cause ou la raison de son existence, en l'occurrence ses parents biologiques. Et donc cette filiation, c'est une filiation réelle, il y a quelque chose de... Et puis la filiation qui est créée par le fait que deux personnes se mettent ensemble et adoptent, c'est une filiation, elle reste une filiation ce qu'on appelle une filiation, elle est fictive parce qu'elle n'est pas réelle, bien que sans sous-estimer évidemment l'affection que peuvent apporter deux pères adoptifs à l'enfant adopté. Mais il ne faudrait pas perdre de vue que l'enfant, dans son psychisme, dans son existence, il a toujours cette pensée envers ceux qui étaient la cause de son existence, ou la raison de son existence. Merci, Monsieur le Président. Je vais donner la parole à nos collègues. Donc, sont déjà inscrits Madame Joissaint et Monsieur Hyest. Alors, Monsieur Le Serre et Madame Benbassa et Monsieur Mohamed Swahili. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Donc nous avons 5 orateurs. Madame Joissaint, vous avez la parole. Bonjour Monsieur Moussaoui. Moi j'ai été interpellée par une chose. Il est évident que s'il y a une ouverture donc qui a pris naissance aujourd'hui à l'Assemblée nationale et qui risque de se confirmer au Sénat du mariage, est-ce que cela risque d'être vécu de manière illégitime par des croyants? Bien sûr. Et de fait, est-ce que cela ne risque pas, à votre sens, de faire naître d'autres revendications qui, elles, leur sembleront légitimes, et je pense notamment à la bigamie? Merci. Madame Joissaint. Monsieur Hyest. Oui, monsieur le Président, vous avez évoqué l'adoption, mais on le sait très bien, et notamment puisque les enfants adoptables venant je crois d'Algérie, du Maroc, on dit qu'il ne peut pas y avoir d'adoption parce qu'il y a une institution particulière qui s'appelle la kefala. Et est-ce que parce que je dois avouer que je crois avoir un peu compris,
ce que c'était, mais parce qu'on garde les liens avec la famille d'origine. C'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir d'adoption plénière, en fait. C'est bien ça. Merci, Monsieur Hyest. Monsieur Le Serre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je voulais poser deux questions qui n'ont pas grand-chose à voir d'ailleurs l'une avec l'autre. La première, j'ai travaillé il y a quelque temps sur la législation funéraire. Et en travaillant sur la législation funéraire, nous étions rendus compte que, par exemple, le petit nombre de carrés musulmans qui existait pouvait constituer une entrave à l'intégration d'un certain nombre de personnes de confession musulmane. Est-ce que de la même manière, vous pensez que ce texte, s'il heurte profondément la conscience d'un certain nombre de pratiquants musulmans, peut être un obstacle supplémentaire à cette intégration? J'avais effectivement une seconde question, mais qui va me revenir. Bien, écoutez, Monsieur Le Serre, merci. Nous allons donner la parole aux autres orateurs et puis si la question revient, nous vous la rendrons. Alors, Madame Benbassa. Merci, Monsieur Moussaoui, pour toutes les informations que vous nous avez données sur la juridiction musulmane. Je voulais seulement faire quelques remarques et vous poser une question. Comme tous les monothéismes, l'islam interdit l'homosexualité. Et on sait la législation qui gère les relations entre la société musulmane et les homosexuels en Égypte ou ailleurs, où l'homosexualité est punie par l'État. Et en même temps, on sait qu'en terre d'islam, j'avais même fait un travail là-dessus, en terre d'islam, l'homosexualité, même si elle est punie par l'État, elle est courante et même magnifiée. Regardez, dans certains pays musulmans, les grands chanteurs travestis sont légendes. Ils sont très connus, très aimés par la population. Et leur homosexualité est reconnue comme telle, et ils sont des grandes vedettes. Et aussi, on peut donner d'autres exemples. Moi, la question que je me pose est la suivante. Comment la société musulmane en France va suivre cette évolution, puisque je pense que cette loi va finir par être adoptée? Est-ce que les homosexuels musulmans vont être mis, quand le mariage va se banaliser, le mariage homosexuel, est-ce qu'ils vont être bannis de la communauté dans le sens où ils seront mal vus, rejetés? Est-ce que l'islam de France ne suivra pas le changement, l'évolution de la société française en restant ancré dans une pratique de l'islam et qui ne correspondra plus aux réalités? Moi, j'ai dit à peu près la même chose au grand rabbin de France, qui lui appartient au mouvement traditionnel du judaïsme. Mais dans le judaïsme, il y a d'autres courants qui sont très ouverts à l'homosexualité, très ouvertes. Non, elles acceptent l'homosexualité et ont adapté la pratique religieuse pour la mettre en accord avec l'évolution de la société sur ce sujet. Est-ce que l'islam de France, pensez-vous qu'un jour, il aura aussi tous ces mouvements dits libéraux, réformés, etc., pour accepter cette évolution de la société? D'ailleurs, dans le monothéisme, on ne parle pas de l'homosexualité féminine, ni dans le judaïsme, ni dans l'islam. Bon, voilà une question qui me taraude, et ça complète un peu l'intégration. Est-ce qu'il y aura une désintégration de la société musulmane? Voilà. Bien, merci Madame Benbassa. Monsieur Thani Mohamed Swalihi. Merci Monsieur le Président. Merci aussi à Monsieur le Président Moussaoui de son exposé. Moi, je n'ai pas de questions, mais une réflexion, une opinion.
je proviens d'un département où l'immense majorité de la population est musulmane, le département de Mayotte, Monsieur le Président. Et je dois dire que les propos de Monsieur Moussaoui ne m'étonnent pas, me tranquillisent. Parce que vous avez confirmé que, selon les fondements de la religion musulmane, eh bien, ces fondements sont incompatibles avec le mariage de personnes de même sexe. D'ailleurs, c'est ce que nous ont dit les deux autres représentants des religions monothéistes qui sont venus faire leur exposé. Cette confirmation, je disais, me tranquillise parce que ici, il ne s'agit pas de religion, ni même de coutume, comme cela a été dit parfois dans nos territoires reculés de l'outre-mer. Il n'y a pas donc de spécificité à développer parce que l'homosexualité ou l'hétérosexualité n'est pas une spécificité dans la France, n'est pas une spécificité dans ces territoires reculés. Ici, il s'agit de loi, et ce projet de loi a la prétention de réagir par rapport à des situations de fait pour apporter un peu plus d'égalité. Voilà de quoi il s'agit. Dans les bancs de fac de droit, en première année, on nous apprend à distinguer entre la loi et la religion, entre la loi et les coutumes, entre la loi, etc. Et voilà. Je rappelle aussi que nous vivons dans notre cher pays qui, depuis fort longtemps, a fait la séparation entre le temporel et le spirituel, la séparation entre, on dit, l'Église et l'État. Tout à l'heure, je crois que c'est le grand rabbin de France, nous a parlé de conception judéo-chrétienne du mariage. Et c'est pour ça que, vraiment, encore une fois, il faut se féliciter que notre pays fasse la séparation entre le religieux et la loi. Parce que ça voudrait dire que les religions minoritaires n'auraient pas droit de citer si on mélangeait les deux. Eh bien, aujourd'hui, moi je demande juste, et c'est ce que je voulais répéter et marteler ici, que l'on fasse la distinction entre la loi et la religion, voire les pratiques coutumières, et que cette loi, ce projet de loi, n'a pas vocation à demander à quelque communauté que ce soit de changer ses pratiques religieuses. Voilà ce que je voulais dire par rapport à la suite de l'intervention du président Moussaoui. Bien, merci beaucoup, Monsieur Mohamed Soilihi. Vous savez qu'ici, Monsieur le Président, c'est très libéral. C'est-à-dire qu'on peut faire des questions ou des interventions. On peut même oublier ces questions, et je vais demander à Monsieur Le Serre s'il a récupéré sa question. Vous voyez, Monsieur Le Serre a retrouvé sa question. C'est l'une des vertus magiques des interventions de Madame Benbassa et de Monsieur Mohamed Soilihi. Alors, Monsieur Le Serre. Merci de votre indulgence, Monsieur le Président. Effectivement, ma seconde question rejoignait un peu, d'ailleurs, celle qui était exprimée par ma collègue Esther Benbassa. Je me demandais, si vous voulez, dans quelle mesure la relative hostilité, mais hostilité malgré tout, du culte musulman vis-à-vis du mariage de personnes de même sexe pourrait aller jusqu'à entraîner pour les personnes qui auraient contracté ce mariage des difficultés, des entraves dans l'exercice de leur culte. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, effectivement, d'une certaine forme de discrimination de ces personnes dans l'exercice de leur culte musulman ? Merci, Monsieur Le Serre. Voilà, Monsieur le Président, vous avez vu que votre intervention a suscité beaucoup d'intérêt. Donc, vous avez le temps maintenant pour répondre à l'ensemble des orateurs. Merci, Monsieur le Président. Pour commencer par la première question, donc, Madame la sénatrice, Madame Joissains, le fait que le projet de mariage
peut ouvrir des demandes qui peuvent paraître après coup légitimes, et vous avez cité la bigamie ou la polygamie, il n'est pas exclu effectivement que des interrogations puissent se poser dans ce sens. De dire après tout, le fait de parler de mariage pour tous, ou le principe d'égalité de deux personnes qui souhaitent vivre ensemble, après tout on pourrait dire effectivement que 2 personnes ou 3 personnes peuvent décider par leur propre chef de mener une vie commune à 2, à 3 ou à 4. C'est vrai que de point de vue philosophique ou de point de vue logique, on pourrait dire effectivement qu'est-ce qui empêcherait sinon de dire que la loi interdit la polygamie. Donc la loi actuelle interdit la polygamie. Et donc il n'est pas à craindre qu'effectivement des demandes de ce genre puissent venir dire que la loi précédente du mariage interdisait le mariage entre deux personnes de même sexe. Donc on est en train effectivement de faire évoluer la loi dans un sens. Rien n'exclut que d'autres demandent à ce qu'elle puisse évoluer dans d'autres directions. Et d'ailleurs, ce que je disais tout à l'heure, en fait, que cette loi va ouvrir aussi des demandes aujourd'hui considérées comme interdites, comme la gestation pour autrui, par exemple, qui est interdite par la loi. Le gouvernement nous dit qu'elle restera interdite, mais dès lors qu'on se met lorsqu'on franchit un pas où on instaure un principe d'égalité qui, entre guillemets, parce que si on regarde de très près, c'est pas vraiment un principe d'égalité qui est mis en avant, c'est j'ai toujours dit on compare le comparable, et là c'est pas le cas. Effectivement, donc d'autres personnes un couple de 2 hommes pourraient invoquer le droit, en fait, le principe d'égalité pour pouvoir avoir des enfants. Et les avoir comment? Là, la biologie, donc, elle met des limites. Donc, automatiquement, on va penser pourquoi ne pas autoriser la gestation pour autrui. Et vous savez très bien que c'est une question très complexe. Et elle pose des problèmes éthiques considérables. Sur la question de l'adoption et de la kafala, effectivement, ce que je disais tout à l'heure, l'adoption, selon la jurisprudence musulmane, c'est pas toujours une adoption plénière. C'est-à-dire l'enfant, il garde le nom de ses parents biologiques. Et il doit être informé constamment ce lien ne se coupe jamais. Donc la question de kafala, c'est presque quelque part c'est une façon d'accueillir l'enfant en lui octroyant un certain nombre de besoins que peuvent donner les parents adoptifs, mais sans le couper de sa filiation réelle. Donc, il y a Dans la jurisprudence musulmane, oui, strictement. C'est-à-dire on va dire une. Tout à fait. Oui. C'est la kafala, pas l'adoption en plénière, effectivement. On est bien d'accord. Oui, c'est ça. Tout à fait. Exact. Mais c'est intéressant. Alors sur la question de le projet de loi, est-ce qu'il va être un obstacle de l'intégration des musulmans de France dans la société française? Je pense qu'il faudrait quand même dire que les citoyens de confession musulmane sont conscients qu'ils vivent dans une société, dans un État laïque, où les normes religieuses, où les règles religieuses ne peuvent être mis en avant pour se soustraire aux règles décidées par la société. Ils vivent leur spiritualité, leur vie religieuse comme une liberté privée, individuelle, mais les règles collectives, les règles dans la société, c'est les règles votées par la République et qui sont donc les lois de la République sont les lois pour tous
les citoyens de confession musulmane. Et personne ne pourrait dire que les citoyens de confession musulmane doivent mettre leurs règles religieuses en avant ou en contradiction avec les lois de la République. Aucun responsable musulman ne prendrait la responsabilité de dire à ses concitoyens, ses coreligionnaires, d'être en opposition ou se soustraire à des lois auxquelles tous les citoyens, par définition même des citoyens, doivent être assujettis. Et donc, de ce point de vue, je ne pense pas que les musulmans de France vont voir dans cette nouvelle loi quelque chose qui va les priver de vivre leur vie religieuse d'une façon normale. Parce que dans la société, il y a beaucoup de choses qui peuvent exister, qui ne sont pas forcément conformes à la religion musulmane, mais nous sommes conscients que nous vivons dans une société plurielle et diverse. Pour les mêmes raisons, un citoyen, je dirais de confession musulmane, ou en tout cas se déclarant comme tel, il a le droit de pratiquer de sa religion ce qu'il entend pratiquer. En d'autres termes, chaque citoyen est libre de sa pratique religieuse. Personne ne peut contraindre une autre personne à adopter une pratique religieuse. Tout ce qu'on peut dire, c'est de présenter ce que c'est la religion musulmane, ce que c'est les principes et les valeurs de la religion musulmane, mais libre aux citoyens de s'y conformer ou de ne pas s'y conformer. Mais en même temps, le citoyen ne peut pas demander à la religion musulmane de changer ses règles pour qu'il puisse être en cohérence ou, je dirais, en conformité avec ses règles. Donc je pense que les institutions, elles présentent les règles, elles présentent les normes, elles présentent les contraintes ou en tout cas les principes et les valeurs de la religion, et libre aux citoyens de s'y conformer, de ne pas s'y conformer. C'est dire que quelquefois la demande des homosexuels de confession musulmane de demander à la religion musulmane de changer ses règles pour que leur vie sexuelle devienne conforme, c'est une demande auquel il n'y aura pas de réponse, je dirais, dans le sens où ils attendent. Par contre, bien sûr, les musulmans, quels que soient les musulmans, doivent respecter un musulman qui aurait choisi de vivre sa sexualité autrement. Il n'a pas à être inquiété pour son choix. Alors sur la question des difficultés, voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour des questions posées. Oui, pardon, sur les pays musulmans, l'homosexualité interdite dans les pays musulmans. Moi, je pense qu'il faut faire la différence entre des citoyens ou des résidents musulmans vivant en France et ce qui peut se passer ailleurs. Je pense que dès lors qu'un citoyen de confession musulmane il vit dans la société française, les règles qui s'appliquent, c'est les règles de la République française. Et ce qui peut se passer dans des sociétés à majorité musulmane, qui peuvent aller à l'encontre de la liberté des individus, les musulmans de France, bien sûr, ils peuvent être solidaires vis-à-vis de tous les citoyens du monde pour acquérir le droit et la liberté de conscience, la liberté de pratique, la liberté d'exercice. Je pense que les musulmans qui jouissent de cette liberté au sein de la société française doivent être des défenseurs de ces libertés partout dans le monde. Mais en aucun cas ne peuvent être tenus responsables de ce qui peut se passer au nom de la religion musulmane, au nom d'une vision particulière de la religion musulmane ou de lois votées ou décidées dans d'autres pays autres que la France. Merci, Monsieur le Président, pour toutes ces réponses. Il n'y a plus de questions, mes chers collègues, ou d'interventions. S'il n'y en a plus, mes chers collègues, je vais remercier Monsieur le Président
du Conseil français du culte musulman, Monsieur Moussaoui, d'être venu nous parler. Vous avez vu, Monsieur le Président, que vos paroles ont suscité un intérêt réel chez les collègues et que nous sommes préoccupés des conséquences des lois que nous votons, de la manière dont elles sont perçues et aussi de ne pas envoyer de messages qui soient négatifs, compte tenu du fait que nous faisons la loi pour la société, dans le cadre de la société civile, puisqu'il s'agit du mariage civil, de la société fondée sur le principe de laïcité dans laquelle nous vivons. Mais en même temps, nous sommes très attachés à bien entendre les représentants de tous les cultes, ce que nous faisons depuis 14 heures. Donc je vais, mes chers collègues, vous suspendre la séance